On va clore cette série de présentations avec une demoiselle qui est une basketteuse donc, qui a un palmarès elle aussi tout à fait éloquent, vice-championne d'Angleterre en 2016, 3 participations à l'Eurocup, c'est pas rien. Meilleure passeuse et marqueuse dans la Ligue slovaque parce qu'elle est allée jusqu'en Slovaquie en 2018. Donc voilà, elle n'a pas eu peur de se déplacer, elle a peur de rien d'ailleurs parce qu'elle considère qu'une vie, une vie c'est pas forcément facile et que la vie c'est une question de choix. Voilà, on a des choix qui se présentent. Et puis finalement, quand on a le choix, on renonce parfois, mais on prend des orientations. En tout cas, choisir, c'est une force. C'est le message que veut nous faire passer Mélissa Diawakana, qui nous rejoint dans quelques instants. Voilà, Mélissa Diawakana pour choisir est une force. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous définir. Vous avez le choix. On a toujours le choix. L'opportunité viendra. Il y aura toujours une opportunité. Je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans, sans ma famille. Ma maman, mon papa, mon grand frère et ma grand-mère. J'ai été confié à des personnes que je ne connaissais pas. La seule chose qu'on m'a dite, c'était que l'homme présent dans cette maison était mon oncle, le frère aîné de ma mère. Lorsqu'on est enfant, on ressent beaucoup de choses, mais surtout, on sait lorsqu'on est aimé et lorsqu'on ne l'est pas. Et moi, j'ai ressenti tout de suite que je n'étais pas la bienvenue dans cette maison. Je ne savais pas ce que je faisais là. Personne ne m'avait rien dit. Alors je me disais que ce n'était qu'un mauvais rêve, que j'étais simplement en vacances et qu'un jour, j'allais rentrer chez moi, retrouver ma maman, ma famille. Mais du jour au lendemain, on m'a dit qu'ils étaient mes parents, que je devais les appeler papa, maman, et que les 2 filles dans cette maison étaient mes sœurs. Ils se réveillaient le matin pour vaquer à leur occupation, et moi je restais seul enfermé dans cette maison. Je ne comprenais pas. Alors je pleurais chaque jour un peu plus fort. La femme de mon oncle me traitait avec dureté. La vie dans cette maison était très difficile pour moi, si bien que, vous vous souvenez du dessin animé Princesse Sarah? Eh bien la seule différence entre elle et moi, c'était qu'elle au moins était une princesse. Et puis on m'inscrit à l'école. Je parlais aux maîtresses. Je leur disais que je n'étais pas d'ici, ce n'était pas ma famille, ce n'étaient pas mes parents. Mais au lieu de ça, on m'a fait voir la psychologue de l'école. Et après quelques rendez-vous avec elle, elle m'a dit que je devais arrêter de raconter des conneries. Que si je continuais, j'allais être enlevé de ma famille. J'allais être placé à la DAS dans une autre famille. J'étais malheureuse, j'étais perdue, j'étais déracinée, mais surtout, j'étais seule. Je me sentais seule et abandonnée. Je n'avais personne à qui parler, personne à qui me confier. Les adultes ne me croyaient pas, et personne ne voyait ma souffrance. Alors à 9 ans, un jour dans le couloir de l'appartement, je me suis dit ceci. Mel, tu dois réussir ta vie. Tu dois réussir dans n'importe quel métier tu vas faire demain. Tu vas construire ta propre famille et tu vas avoir un chez toi. Et pour terminer, j'ai rajouté un sourire éclatant. Là, on voit, vous faites tous une tête. Est-ce qu'on peut tous se mettre à sourire, s'il vous plaît? Eh bien, un sourire parce que lorsque je regardais les gens sourire, j'avais l'impression qu'ils étaient heureux. Alors je me suis mise à sourire aussi souvent que possible. Car comme ces personnes, je voulais moi aussi être heureuse. À 10 ans, je devenais insupportable. Je n'écoutais personne, j'avais peur de personne. Bagarreuse avec les garçons, ma maîtresse m'a alors suggéré d'aller m'inscrire à un sport en dehors de l'école. Et il y avait en face de l'école un gymnase. Alors un jour, j'y suis allé. Mais en entrant dans ce gymnase, j'ai fait la rencontre d'une personne qui a bouleversé l'histoire de ma vie. Marif. J'étais souriante mais malheureuse. J'étais perdue, j'étais en colère. Mais maintenant, j'avais Marif. Cette femme ne m'a jamais rien demandé. Elle était simplement là pour moi. Par exemple, personne ne venait me chercher après l'école et le basket. Alors Marif me gardait à la salle avec elle jusqu'à ce qu'elle me raccompagne chez moi. On passait des heures à discuter. Enfin, c'était surtout des heures où elle m'écoutait. Je lui disais à quel point je trouvais la vie injuste. Je lui posais tant de questions. Et elle me répondait toujours, « Ça va aller, Mélissa. J'ai confiance en toi. Sois toujours une bonne personne, Mélissa. » Et puis,
Elle ne partait pas tout de suite. Elle restait au bas de la porte jusqu'à ce qu'elle me voie rentrer chez moi. Marif m'a donné ce qu'on ne peut acheter avec de l'argent. Elle m'a aimé et je le savais. Elle m'a donné de son temps. En étant simplement là pour moi, sans même s'en rendre compte, Marif m'a aidé à croire en la vie. Et le basket a donné un sens à ma vie. Ça y est, mon sourire était enfin devenu réel. À 12 ans, lorsque j'ai réalisé qu'on pouvait vivre du basket, j'ai dit à Marif en la regardant droit dans les yeux, « Je vais jouer au plus haut niveau, Marif. Je vais jouer en Euroleague. » L'Euroleague, c'est la Champions League du football. C'est extrêmement difficile d'y entrer. Du coup, c'était un honneur d'y être, car ça veut dire faire partie des 16 meilleures joueuses, des 16 meilleures équipes au monde, et donc faire partie des 160 meilleures joueuses au monde. Ma quête était lancée. À 14 ans, je quitte la maison familiale pour aller jouer en championnat de France. À 17 ans, je signe mon premier contrat en Ligue 2, deuxième division française. Et c'est à l'âge de 20 ans que j'ai signé mon premier contrat en Ligue féminine, première division française, mais aussi ma première coupe européenne. J'ai sillonné la France entière. Par la suite, j'ai voyagé à travers le monde pour réaliser mon rêve. J'ai joué et vécu dans 8 pays différents. En Allemagne, en Angleterre, en Slovaquie, en Pologne, en Belgique, au Mexique, en Israël et bien évidemment la France. J'aimerais vous dire ceci. Tout au long de ma vie, de ma carrière, j'ai dû faire des choix. Mais tout comme vous. Je pourrais vous parler du choix du courage, de la détermination, de toutes ces belles paroles de motivation qu'on entend au quotidien. Mais faire des choix, et André Gide disait vrai, c'est aussi renoncer. La saison 2017-2018, alors que j'étais en Slovaquie, mon équipe n'a pas réussi à se qualifier pour la deuxième tour de la Coupe d'Europe. Et parce que mon contrat me le permettait, j'ai demandé à mon agent de me remettre sur le marché des transferts. Et on a rapidement trouvé une équipe en Pologne. Mais après quelques matchs, la présidente et les dirigeants ont décidé de me faire une offre de prolongation pour la saison d'après, 2018-2019. Et j'ai accepté. Plus d'argent, plus de confort, la totale. Mais à la fin de l'été, à 2 semaines de la reprise, je reçois un coup de fil de mon agent qui me dit « Mélissa, on a un problème. » Les dirigeants ont viré le coach qui était en place, ils ont signé un nouveau coach. Et ce nouveau coach a dit « Moi, Diawakana, j'en veux pas. » Mais le coach ne pouvait pas dire quelque chose ou faire quelque chose car mon contrat avait été signé par les dirigeants. Donc s'ils voulaient que je parte, il fallait qu'on me paye la totalité de mon contrat. Et comme je vous ai dit, la totale. Mais je dis à mon agent que ce n'était pas bien grave, qu'on pouvait aller voir ailleurs car il n'y a rien de pire dans la vie que d'être quelque part où on ne veut pas de nous. Et j'en sais quelque chose. Mon agent me fait une piqûre de rappel sur ma situation de vie. Il me dit « Mélissa, moi je te conseillerais d'y aller. Au moins tu auras un toit où dormir. Tu pourras t'entraîner, garder la forme. Entre-temps, je m'occupe de te trouver quelque chose le plus rapidement. » J'ai suivi le conseil de mon agent. Mais pendant 5 longs mois, j'ai subi l'humiliation et la mise à l'écart. Quand je dis l'humiliation, le coach me prenait à part et me disait en me regardant droit dans les yeux « Mélissa, tu comptes combien de joueuses ?» Et moi je répondais 12. Il me disait « Eh bien, sache que tu ne joueras jamais dans mon équipe. Sache que tu es une joueuse que même si ce n'était pas cette situation, jamais je vais te choisir. Je vais te faire venir courir les matins tôt. Je vais tuer ta réputation. Je vais te mettre sur le côté. Tu vas faire comment ?» J'avais interdiction de tout. Je ne pouvais pas aller m'entraîner seul dans une salle de basket, ni dans une salle de fitness. Mon seul devoir était d'être présente à la salle pendant l'entraînement collectif. Mon agent faisait tout pour me trouver quelque chose, mais il n'y avait rien. Au bout de 2 mois, je me suis dit de toute façon, c'était peine perdue. Que même si on trouvait quelque chose, je n'étais plus apte physiquement à jouer. J'étais dans un pays qui n'était pas le mien, une langue que je ne parlais pas, des conditions de travail hardcore. Je devais faire un choix. Partir, renoncer, abandonner pour penser à mon bien-être, ma santé mentale, ou rester et supporter cette situation. Mais la vraie question est, pourquoi rester et supporter ces choses alors que je pourrais partir et penser à mon bien-être? Eh bien parce que je suis de nature à croire que rien n'arrive par hasard. Que c'est nous, c'est vous, c'est moi, au quotidien, qui qualifions les circonstances de la vie comme étant désastreuses, catastrophiques,
ou encore négatives, selon notre état d'esprit et notre manière de voir les choses. Pour moi, il fallait que cette situation puisse me servir à quelque chose. Alors j'ai choisi de rester. Cette situation m'a permis de faire une rétrospective sur ma vie, me poser des vraies questions auxquelles j'avais une vague réponse, comme « Mélissa, quoi si ce n'était pas ces situations, mais que tu t'étais gravement blessée et qu'on t'annonçait que le basket était terminé? À quoi va ressembler ta vie après le basket demain ?» Et bien, c'était un moment très difficile car j'étais seul face à moi-même, seul face à mon destin, et je n'avais pas de réponse. Je me suis mise en quête de répondre à ces questions. Et pour la première fois, j'appréciais le fait d'avoir pleinement le temps de penser à ces choses. Je me suis mise à lire des bouquins sur tout type de sujets, politique, développement personnel, mais c'est la Bible qui m'a le plus inspiré. Je me suis dit que ce qu'on appelle le purpose, le but, ce n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui se trouve en nous. Et que pour le trouver, il faut chercher, il faut creuser, en prenant le temps de se retrouver avec soi-même. Et ça tombait plutôt bien. Alors tout excité, je me suis demandé, alors Mel, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du basket? Et j'aimerais vous dire qu'il y a eu comme une lumière qui est apparue et que j'ai trouvé la réponse tout de suite. Mais non, il n'y avait aucune lumière. C'était plutôt le néant. Mais chaque jour, je me posais ces questions. Alors un matin, je me suis dit, ok Mel, on n'a pas encore trouvé. Mais on a quand même quelque chose. On a le basketball. Alors oui, c'est vrai, tu ne peux pas t'entraîner avec les filles, tu ne peux pas voyager avec elles. Mais lorsque tu es à la salle pendant l'entraînement collectif, personne ne peut t'empêcher de t'entraîner autour toute seule. Car en fait, jouer au basket, c'est ton travail. Donc t'entraîner, c'est ton droit. Vous savez, il est important de connaître ses droits. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et puis un jour, une internationale canadienne de mon équipe vient me voir en me disant qu'elle aimait beaucoup les exercices que je faisais sur le côté et elle me propose qu'on les fasse ensemble. Je lui dis que, au vu de la situation, je risquais de me mettre en porte-à-faux, en faute, si je m'entraînais avec elle. Mais je lui propose qu'on aille à la salle ensemble et que je lui montre ce que je faisais et que je la guide pour qu'elle y arrive. Elle me dit, mais ça veut dire que tu vas m'entraîner? Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire autrement. Le 4e mois, je reçois un message de cette joueuse. Mélissa, rendez-vous demain matin à 8h à la salle. Surprise car je ne m'y attendais pas. Entre l'excitation et la peur, je me suis mise à travailler sur son profil toute la nuit. Mais c'était assez simple, car je la regardais s'entraîner tous les jours, je la voyais en match. Alors ce n'était pas très compliqué pour moi de savoir de quoi elle avait besoin. L'entraînement s'est bien passé, c'était devenu notre routine. La progression de la Canadienne était si forte, et sa domination était si forte que les 4 autres étrangères de mon équipe sont elles aussi venues me voir pour qu'on fasse le travail ensemble. Je n'ai jamais aimé autre chose que jouer au basketball. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai aimé quelque chose plus que de jouer au basket. J'avais découvert une nouvelle passion, une nouvelle flamme, un talent que je ne connaissais pas, celui de coacher. Du coup, chaque jour, mon seul but était de trouver le moyen de rendre mes coéquipières meilleures. Le 5e mois, j'avais oublié ma situation misérable. Et j'avais répondu à cette fameuse question, qu'est-ce que je ferais si je ne jouais plus au basket demain? J'avais découvert une nouvelle flamme, une nouvelle passion. Et lorsque c'est devenu une conviction, une certitude que c'était ce que je voulais faire après ma carrière de joueuse, j'ai reçu un coup de fil d'un coach qui était en première ligue polonaise et qui m'a dit que ma situation était terrible et qu'il y avait une personne qui cherchait à me joindre. Faire des choix, c'est aussi faire des sacrifices. Effectivement, dans l'après-midi, j'ai reçu un appel d'un agent qui me proposait d'aller jouer dans une équipe en Euroleague et qui était à la recherche d'une meneuse européenne. Mais il y avait une condition. La condition était qu'il fallait que je quitte mon agent avec qui j'étais pour signer avec cette personne qui me proposait ce contrat. Je lui ai dit, je lui propose de négocier avec le mien pour qu'on y aille à 3, mais il ne voulait rien entendre. Je devais faire un choix. Jouer en Euroleague et quitter mon agent qui m'a soutenu dans les moments les plus compliqués et qui fait tout pour m'aider à m'en sortir, ou rester avec mon agent et rester dans cette situation. C'était pour moi de la trahison, un manque de loyauté. Alors j'ai choisi de rester avec mon agent. De l'après-midi un peu triste, je retournais à la salle pour l'entraînement quotidien.
Mais en voyant l'impact que mon travail avait au sein de l'équipe, ce coach qui m'a fait la misère, qui m'a humilié, qui m'a écarté pendant 5 mois, est venu me voir en me demandant si j'étais prête. Et il m'a poussé sur le terrain pour que je m'entraîne avec les filles. À partir de ce moment-là, mon rôle n'était plus de jouer avec les filles. À partir de ce moment-là, mon rôle n'était plus d'entraîner les filles, mais de jouer avec elles. Nous avons fait une saison incroyable. Nous avons terminé le championnat le 6 avril 2019. Et le 9 avril, j'ai reçu un appel de mon agent qui m'a dit « Mélissa, on a reçu une offre. Ça te dirait d'aller jouer en Euroleague ?» Ça y est, mon rêve allait enfin se réaliser, Marif. Ça n'a pas été simple. Le chemin était long. J'étais seul, sans famille, sans soutien. J'étais mon propre père, ma propre mère, mon propre coach mental. J'ai dû me battre. J'ai touché le fond à plusieurs reprises. J'ai fait des erreurs, certaines m'ont coûté cher. Il y a des fois où je ne voulais plus être de ce monde. Je n'ai pas choisi les circonstances au début de ma vie. En fait, personne ne choisit. Je n'ai pas eu mon mot à dire lorsque ma mère a décidé de m'envoyer en Europe. Je n'ai pas choisi la famille dans laquelle j'ai grandi. Mais malgré toutes ces difficultés, j'ai fait le choix d'être heureuse. J'ai choisi de me battre. J'ai choisi de croire que moi aussi, je pouvais réussir. Je devais réussir. Au fond de moi, je sais que je ne suis pas responsable de mes blessures. Mais en revanche, je suis responsable de ma guérison. Le choix est une force que chacun de nous a. Il n'a pas de limite, il n'a pas d'âge. Le choix n'exclut pas la douleur. Ça ne sera pas toujours facile, ça ne sera pas toujours simple. Mais aujourd'hui, je suis pleinement heureuse, car j'ai réalisé un de mes rêves. Et je n'ai pas abandonné. Je terminerai en disant ceci. Ce n'est pas en faisant des choix que les opportunités s'offrent à nous. La capacité d'entraîner était en moi depuis ma naissance. Le gymnase en face de l'école a toujours été là, en tout cas bien avant mon arrivée en France. Marif a toujours été dans ce gymnase. Elle était bien avant mon arrivée en France. Ce que je veux dire par là, c'est que les opportunités sont tout autour de nous, et parfois même en nous. Elles sont beaucoup plus proches qu'on l'imagine. Mais pour s'en saisir, cela ne tient qu'à nous. Et notez bien ceci. En faisant des bons choix, en refusant de se corrompre pour accomplir son rêve, en transformant une situation difficile en opportunité, en acceptant la main qu'on nous tend et en ayant le courage de sortir de sa zone de confort. Et vous savez pourquoi? Car il y aura toujours une opportunité qui n'attend que nous. Merci beaucoup. Merci et bravo Mélissa. Voilà Marif derrière. Voilà non Marif. Elle est là Marif. Celle grâce à laquelle tout presque est arrivé. Très beau témoignage. Merci Mélissa. Voilà, Marif, elle a vraiment été une seconde maman, une vraie maman presque finalement. Hein. Elle a été les fondements de la personne que je suis aujourd'hui. Belle personne au demeurant, qu'on va applaudir de nouveau très fort. Merci. Mélissa, donc, Biawakana, quel beau témoignage.